Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans plusieurs pays encore de nos jours, certains orphelins vivent sans habitat, ils deviennent des sans-abri, des gamins des rues, ou encore ils sont entretenus dans des hospices, des hôpitaux, ou encore des orphelinats, des congrégations même. Et la plupart des individus modernes modernes entre guillemets bien sûr, estiment que c'est une erreur, car les mineurs y reçoivent des soins insuffisants ou même dangereux, en particulier dans des hospices où les enfants sont mélangés avec des adultes sans foyer, des malades mentaux, des drogués. Au milieu de tout ce brouhaha, comment est-ce qu'ils s'en sortent? On se pose la question ce soir et nos panélistes nous diront leur expérience. Avec nous pour en parler, il y a vous sur la page Facebook de l'émission, vous tapez Intime Conviction au pluriel. Donc vous mettez un S à intime et un S à conviction. Vous défilez sur la page Facebook de l'émission. Vous allez pouvoir poster votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir. Et puis les plus pertinents seront donc relayés sur ce plateau ce soir. Et pour débattre sur ce sujet, nous avons notre conseiller conjugal et familial qui est avec nous, Valérie Nienke. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Aline, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. C'est toujours un plaisir d'être ici. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci parce que tous les fois je suis ici et je suis édifié moi-même parce que j'ai conçu ce plateau. Je rends grâce à Dieu. Et puis nous avons Black Lady qui est avec nous ce soir. Bonsoir et merci de partager cette expérience, votre vécu avec nous, Black Lady. Merci Aline, merci aussi de l'occasion que tu me donnes encore en ce jour de pouvoir m'exprimer via ton émission. Oui. J'espère que je vais apporter beaucoup un plus à tous ceux-là aussi qui sont passés dans le même chemin que moi. Oui, c'est pour cela que vous êtes là ce soir. Et puis, juste à côté, il y a Modeste Fabrice Biaka Emuku. Ça sonne beaucoup nigérien. Bonsoir, vous êtes un Nigérien? Non, bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous, madame. C'est un nom d'où? Djumbam Enogo. Ah d'accord, moi j'aurais plutôt pensé à la région du sud-ouest ou nord-ouest. Non, sud-ouest beaucoup plus. Non, je suis d'origine du Mbam Enogo, de l'arrondissement de Bokito. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Mbam? Non, Emuku. Emuku? Oui. Emuku? Vous savez pas, vous savez pas. Non, je sais pas. Et Biaka? Biaka? Ouais, ça veut dire, parce que c'est ma langue, ça veut dire manger. Et votre langue, c'est quoi? Le Yambassa. Ah, d'accord. Il y a une langue qui s'appelle Yambassa? Ou bien c'est le nom du village? Non. C'est un truc qu'on utilise tous comme ça. Je sais pas moi. C'est le nom du village ou bien c'est le nom de la langue? Non. Yambassa, c'est le nom du village ou bien c'est le nom de votre langue? C'est le nom de la langue, madame. Ah, d'accord. Et puis, juste en face, nous avons Pierre Patrick Tchango. Ouais. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Lynn. Et je vous remercie aussi de m'avoir invité ici en ces lieux. Oui. Oui, je suis là pour partager votre expérience. Parler de mon vécu. Oui. Merci en tout cas d'avoir été là. Et puis notre invité, celui avec qui on aura partagé sur ce plateau, l'invité principal parce qu'on va dérouler autour de son histoire. Surtout, il est homme de Dieu. Lui, c'est le pasteur Thierry Samet. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, Lille. Je crois que je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Ok. Bonsoir mes copains. Bonsoir ceux qui nous suivent chez eux et que le Seigneur les bénisse. Merci de m'avoir invité et partager ce moment glorieux, que le nom de Dieu soit glorifié. D'accord. Voilà donc le décor qui est planté juste derrière le témoignage principal. Alors, ce qu'il y a de particulier avec vous, c'est que votre maman est décédée quand vous aviez pas 2 mois, mais 2 semaines. Oui, madame.
quand elle est décédée, vous aviez 2 semaines, on vous a remis dans les bras de qui vous a allaité? Les bras de la cousine à mon mère. La cousine La cousine à mon père. Ouais, elle était dans les 13 ans. Elle n'était même pas encore une grande fille. Elle était dans les 13 ans. Voilà. La cousine à votre père, âgé de 13 ans, vous a allaité? Oui. Ah, c'est ce qu'on vous a, on vous a raconté. Ouais. Oui. Et vous arriviez à manger avec ça? Je veux dire que... Est-ce qu'elle avait déjà fait... Elle n'avait pas fait d'enfant, je suppose? Elle n'avait pas fait d'enfant, elle n'était pas encore mariée. Mais c'est elle qui était à côté, qui pouvait faire ce travail. Je suis un peu... Et puis, vous aviez des frères et des sœurs avant? Frères et sœurs? Non, je suis le seul fils de mon père, garçon. C'est vrai, il y a eu d'autres enfants. Oui, mais à votre maman? Ah non, ma maman, je suis le 3e d'aîné. Oui, parce que ma maman, en venant en mariage, est venue avec l'eau dans le ventre. Avec l'eau dans le ventre? Dans le ventre, mon grand frère. Dans le ventre. Après, on a accouché ma grande soeur. Après, on m'a accouché. Oui. Ah, et cette cousine-là, elle vit encore, la cousine de votre papa qui vous a donné le sein? Oui, elle vit encore. Quels sont vos rapports? Très bien. C'est elle, en réalité, qui est ma maman aujourd'hui. Elle s'appelle comment? Bélan Yvette. Pardon? Bélan Yvette. Oui, votre caméra, elle est en face. Hein. Yvette, Bélan Yvette. On va faire ça en début d'émission avant que vous me dérouliez votre histoire. S'il y avait quelque chose à lui dire, ce serait quoi en face à la caméra? Vous êtes face à la caméra, vous êtes sur Canal 2 International. Qu'est-ce que vous lui direz? Vous lui dites... je dis merci. Parce que merci ne peut même pas suffire. Regardez la caméra et dites-lui, elle regarde. Hein. Maman, je te dis merci. Maman Bélan, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour ce que tu as subi. Vraiment, je te dis encore merci de tout cœur, que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit abonde encore dans ta vie, dans ton foyer. La dernière fois que vous voulez vous faire un cadeau, c'était quand? Oh, ça l'année passée. Je ne vais pas demander ce que c'était. Voilà. Parce que c'est entre une maman et son fils. Ouais. Donc, elle vous a donné le sein à partir de l'âge de 13 ans. Vous avez grandi. À quel moment est-ce que vous avez conscience que ce n'était pas votre maman? Tu sais, vous savez, rien ne se cache. Rien non, mais vous cache. avez eu la conscience à quel moment? C'est elle-même, elle l'a dit. Et sa maman vivait encore. Mais pourquoi vous n'avez pas tété les seins de sa maman? Non. Je ne pouvais pas téter les seins de sa maman parce que c'est elle qui était près. La maman bougeait trop, n'était pas stable. Voilà. Donc c'est elle qui était là, qui pouvait le faire. Voilà. Et quand je perds ma maman en 2 semaines, et vous voyez, c'est elle qui me prend. Parce que quand on remet l'enfant au père, le père même n'est pas stable. C'est elle qui prend l'enfant pour commencer. C'est elle l'enfant qu'elle était, parce qu'elle-même, elle était un enfant qui vous a pris. Automatiquement. Et à 4 ans, vous avez grandi toujours avec elle. À 4 ans, vous êtes allé ailleurs. Parce que vous avez été un orphelin qui a été allé de famille en famille. Oui, j'étais un orphelin instable. J'ai grandi de famille en famille, entre les mains et les mains de beaucoup de personnes. Vous êtes parti de chez votre cousine à quel âge? C'est quand elle a le mariage. Je vous dis, on est resté dans la maison familiale, la maison que comment on dit ça? C'est-à-dire que ma grand-mère a conçu à son frère, c'est-à-dire que la mère de mon père a conçu à son frère. Donc c'est une maison familiale. Donc c'est quand elle part en mariage que moi je reste maintenant avec sa grand-mère. Voilà. Quand elle part en mariage, moi je reste avec sa grand-mère. C'est quand sa grand-mère maintenant décède. Il n'y a plus personne pour rester au village. Ça devient un peu difficile. Et vous n'avez pas été un enfant scolarisé. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je veux dire, à partir de quel âge est-ce que vous avez commencé à leur dire je vais aller à l'école comme les autres? Vous savez, ce qui est désolant, c'est que j'ai commencé la CIL. Maman m'a envoyé pour 1000 francs. J'ai tout fait parce que le père était du côté de Bafia, il faisait sa vie. On a appelé à moi, tout fait, rien. Il n'y a personne, que ce soit dans la famille, qui pouvait dire je prends charge
pour envoyer cet enfant à l'école. J'ai dit, vous mifle. Et à la CIL, vous aviez quel âge? J'avais peut-être 5 ans, 6 ans, comme ça. Mais quand vous demandiez, quand vous voyez les autres aller à l'école, quand vous demandez, qu'est-ce qu'on vous disait quand vous Vous savez qu'à cette époque, les gens qui sont au village ne mettent pas beaucoup plus d'accent sur l'école et l'éducation des enfants. Oui, non, mais je veux dire, quand vous avez demandé à tonton tel, à tata tel, quelles étaient les Il n'y a réponses? pas d'argent. Vous savez, quand vous perdez une maman, vous perdez tout dans votre vie. D'accord, donc ils vous ont dit qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'y a pas. À un moment donné, vous avez dû partir pour une autre maison où vous n'étiez pas véritablement bien traité. Oui, avant d'arriver là, je suis allé vers mon père à Bafia. Que je veux au moins apprendre même la mécanique. Oui. Mon père me dit, il va m'acheter le pouce. Il va m'acheter le pouce. Et jusqu'à qu'il meure, même le pouce, il n'a pas acheté. Ah, il a dit qu'il voulait plutôt que vous deveniez pousseur. Vous voyez que c'était très difficile et très douloureux pour moi. À ce moment-là, qu'est-ce que vous lui avez répondu quand il vous a dit je vais t'acheter le pouce? Qu'est-ce que je pouvais bien faire? Quand le père dit qu'il va acheter, est-ce que je vais le taper? Est-ce que je vais le forcer? Il dit qu'il va t'acheter le pouce. Vous savez, je crois qu'il y aura beaucoup de choses, on va dire. Nous sommes ici pour édifier ceux qui nous suivent. Et il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans ce genre de cas. Il ne doit pas perdre espoir. Vous savez, mon père est unique à ma grand-mère. Et mon père ne connaît pas son père. Ma maman vient en mariage, ma grand-mère vient en mariage avec ma maman dans son foyer. Vous comprenez que chez nous, en Afrique, l'enfant a beaucoup plus de pouvoir chez son père. Donc que ce soit chez mon père et chez ma maman, je n'ai pas de pouvoir. Oui. Parce que mon père n'a même pas laissé un poteau, ni un terrain. La maison qui était là, c'était la maison que ma grand-mère avait conçue pour mon petit frère. Et cette maison était tombée. Et quand vous êtes parti de là, vous êtes allé où? Quand je suis parti de là, quand j'ai perdu ma grand-mère, je me suis retrouvé du côté de Douala. Parce que la grande, c'est celle qui m'a aidé. Et à Douala, elle s'appelle Bon Madeleine. Si elle nous suit, que le Seigneur la bénisse. Et je me suis retrouvé à Douala. J'ai dit, maman, il faut aller à Douala. C'est là où elle me prend. J'arrive à Douala. Quand j'arrive chez elle, je commence à faire les tâches ménagères. Je faisais presque tout. Je dormais au sol. Je faisais tout. Dormir au sol? Maltraiter ses soeurs, ses enfants, me parlaient n'importe comment. C'est moi qui faisais tout, les enfants me faisaient bien. Comment ça? Vous dormiez sur un matelas au sol? Pas sur le matelas, au sol. Vous voyez quand vous voyez les penderies là. Vous voyez les penderies avec des mémoires. J'enlève ça, je mets au sol. Je dors sur la planche de penderie. Je ne sais pas comment vous appelez ça, le battant penderie. C'est là où je passais mes nuits. Les enfants. Et entre-temps, vous aviez quel âge? J'étais déjà dans les 18 ans, 18 ans, 20 ans. Les autres allaient à l'école? Les autres allaient à l'école. Les autres allaient à l'école, moi je faisais tout, comme elle préparait la nourriture, vous savez. C'est moi qui faisais tout à la maison. Et en ce moment, je suis allé chercher le travail. Qu'est-ce que tu veux bien faire quelqu'un qu'on n'a pas scolarité, on n'a pas encore à l'école, qui n'a pas un métier, qui n'a aucune formation? Qu'est-ce qu'il peut bien faire à Douala? Vous voyez, je me lève, j'ai pleuré, j'ai même voulu me suicider. Et vous savez, il y a un verset qui me plaît. Quand vous prenez Somme 68, à partir du verset 5, Dieu dit qu'il est le Dieu des orphelins. Vous savez, je me suis levé pour aller chercher le travail. Je me suis retrouvé dans une société de gardiennage. On m'a formé pendant 3 ans, et 3 mois, et on décide de m'envoyer à la ferme suisse. Je reviens à la maison et je dis à maman, moi je vais à la ferme suisse. Elle me dit, il n'y a pas de qui là-bas, tu vas souffrir. Reste ici. Je dis à maman qui ne risque rien. Non, rien. Et là au moins vous avez été dans cette entreprise-là? Oui. J'ai travaillé dans cette entreprise au moins 14 ans. Ah. J'ai commencé à toucher 35 000. 14 ans. Maintenant, là-bas, je te parlerai ça, pour que tu comprennes ce qui s'est passé. J'ai 14 ans de service. Je suis arrivé, le travail est fini. Et que disaient vos frères et sœurs, vos sœurs?
Mes frères avaient le même sort. Mon grand frère, dès que la maman est morte, lui n'a pas connu le véritable père, même ma grande soeur. Même le père qui était là comme ça, il n'a pas pris le temps ni de réunir ses enfants, ni de se rattraper, malgré qu'il n'a rien fait du tout. Il est encore vivant. Non, il est mort. Vous êtes parlé avant son décès? Avant de son décès, il venait chez moi. Non, je lui dis, vous vous êtes expliqué? Est-ce que vous êtes expliqué? Bon. Expliquer, vous savez, il ne voulait rien comprendre parce que ma grand-mère, elle n'a pas laissé de maison. Mais on dit qu'elle avait des maisons à Bafia et Yaoundé et des terrains. Et quand la mère est décidée, la grand-mère est décidée, il a tout liquidé. Je comprends. Et c'est comme elle est. Il a tout liquidé, oubliant qu'il avait les enfants, qu'il avait ceci, qu'il avait cela. Alors, première lecture d'abord avec vous, avant qu'on ne donne la parole à notre partage, on va revenir sur vous. Oui, Aline, merci de me passer la parole. En fait, dans son histoire, il dit qu'il devient orphelin en moins de 2 ans. Et en moins de 2 ans... 2 semaines. À 2 semaines. 2 semaines, pas 2 mois, 2 semaines. Oui, à 2 semaines, c'est même facilement gérable. Parce que l'attachement émotionnel n'est pas encore profond avec la maman. L'attachement émotionnel qui commence déjà à partir du ventre, qui continue avec l'allaitement, avec les baignades. Avec ça, il y a un attachement émotionnel. Ça fait que lorsque la mère décède à cet âge-là, il ne peut constater qu'il y a un problème que lorsqu'il y a un traitement mauvais à son endroit. Au milieu des autres enfants, et qui remarque une différence dans le traitement, c'est alors qu'il peut commencer à s'interroger. Surtout que c'est un enfant qui lui donne le sein. Oui. Pourquoi on me traite comme ça? Est-ce que je suis même l'enfant de cette maison? Mais si on traite tout le monde de la même manière, il ne saura même pas qu'il est orphelin. Parce que le cerveau n'était pas encore bien développé. L'attachement émotionnel n'a pas encore eu lieu. Donc la souffrance est plutôt facilement gérable à cet âge-là. Mais sauf que dans son histoire, il remarque que les autres partent à l'école, mais lui, il ne va pas. Le traitement qu'on accorde aux autres, on ne lui accorde pas le même traitement. Et très rapidement, il se rend compte qu'un problème, quelque chose ne va pas. Donc voilà une première lecture que je peux apporter. D'accord. Alors, c'est un peu compliqué. Ce soir, on va faire ressurgir aussi Black, Lydie, des souvenirs qui ne sont pas très gais. Chez vous, c'était à 2 ans. Elle est partie quand vous aviez 2 ans. Oui. En fait, pour moi, on me raconte plus les histoires. Oui, moi, puisque je n'ai vous étiez même un pas... enfant. Pareil pour lui. Oui, on lui a dit au pasteur Samet. J'ai eu à voir uniquement les photos et ma grand-mère m'en parlait. Ah, vous avez pu voir au moins les photos de votre maman? Oui, on me l'a montré. Vous avez pu avoir les photos de votre maman? Ah oui. Oui. Donc, ce qui fait, quand quand j'ai eu l'âge de 8 ans, 9 ans, on m'a envoyé du côté paternel. Donc, chez mon papa. Mon papa, comme il n'était pas marié, il m'a confié à son frère consanguin. C'est où je suis allée vivre. C'est là-bas que j'ai commencé à voir des trucs vraiment pas terribles. Et c'était pas du tout facile pour moi parce que déjà je connaissais que je n'étais pas un enfant de la maison. D'office, je savais que j'étais un étranger. Peu importe ce que je racontais, on ne croyait pas ce que je disais. On m'empêchait carrément de parler et de dire ce que je pense. Jusqu'au point où on m'a coupé carrément l'éducation. Parce que moi, on m'avait dit, je ne dois pas aller à l'école, je dois nourrir le porc. Je pense qu'une fois, je t'ai raconté ça, que je dois chercher la nourriture du porc. Comment ça, chercher la nourriture du porc en plein Yaoundé? Oui. La maison de mon tuteur, c'était à Bimassi, il élevait les porcs. Donc, ce qui fait, quand lui, il était boulanger, il ne vit plus. Donc, lui, il n'était constamment pas à la maison. Mais c'était son épouse. Elle disait qu'il fallait aller chercher la nourriture du porc. Et là où il fallait aller chercher la nourriture du porc, c'était loin en ville. Et vous cherchiez la nourriture du porc? Dans la poubelle. Moi, je fouillais les poubelles. Et si je ne cherchais pas la nourriture du porc, je ne mangeais pas. Donc, vous aviez 8 ans, vous fouillez les poubelles pour aller nourrir le porc? Oui, je fouillais. Vous donnez à manger à la maison? Oui, je fouillais les poubelles. Pendant que les autres enfants étaient à l'école? Pendant que les autres, ils étaient à leurs occupations et autres. Bon, ce qui fait que à chaque fois que je voyais qu'il y avait problème, j'avais aussi d'autres astuces. Quand j'arrivais, quand je fouillais les poubelles, j'ai ramassé les bouteilles. J'ai cotisé les bouteilles sans publicité, d'huile, pour ne pas parler de publicité. Les bouteilles d'huile, je les conservais et je vendais. Je rentrais avec l'argent, j'enterrais.
À chaque fois qu'elle mangeait quelque chose, il retirait, je mangeais. Une fois, elle s'est rendue compte que je mangeais, j'achetais les trucs pour manger. Elle m'a tapé à la maison que j'ai volé. Pourtant, je n'avais pas du tout volé. J'avais plutôt vendu des trucs en plastique pour pouvoir avoir de l'argent parce que ce sont des gens dehors qui m'ont montré qu'il fallait le faire. En votre caisse, C'était creuser le sol, oui. Je creusais, j'enterrais, donc j'allais derrière la maison, je creusais, je mettais le papier, je mettais l'argent là-bas, je recouvrais avec la terre et puis je laissais. À chaque fois que j'avais faim, j'allais déterrer et puis je retirais l'argent pour manger. J'ai eu une histoire C'est comme ça que je faisais constamment. Une fois qu'elle a su, elle a dit, je volais son argent, pourtant je ne volais pas l'argent. Je prenais juste là-bas. Et à Donc, quel c'est comme moment ça. votre papa s'est rendu compte? Bon, au moment où il s'est rendu compte, c'est quand j'ai eu le panari. J'ai eu le panari, bon, comme vous voyez, mon pouce ne bouge plus, c'est le panari que j'ai eu. J'ai eu un panari qui, on a négligé, c'était arrivé jusqu'ici. La main était totalement enflée. Je pleurais constamment. Un soir, alors, on a dit, mais attends, la main de l'enfant ne fait que gonfler. C'est comme ça que mon papa, maintenant, était obligé de venir. Et mon tuteur aussi a appris. C'est là où ils ont dit que la main de l'enfant, c'est depuis que c'est comme ça. Pourquoi vous n'avez pas dit que l'enfant a un problème comme ça? C'est comme ça qu'on m'a enlevé, on m'a amené chez ma tante je crois que ça. Bon, quelque part là-bas, on dit. Quand je suis arrivée là-bas, c'est là-bas où on m'a fait l'opération, on a commencé à faire les trucs et autres. Après, je suis rentrée dans la concession, dans la même concession. Je suis restée un jour, ma grand-mère venait pour me chercher, pour me rendre visite, parce qu'elle n'avait plus de mes nouvelles et autres. Elle a demandé, parce qu'elle connaissait où je fréquentais, à l'école publique. Elle a demandé où est-ce elle allait à l'école, elle a dit, je cherche tel enfant. Malheureusement, je n'étais pas en classe parce que je ne fréquentais pas. J'avais pratiquement fait il y a 5 ans sans fréquenter. Vous avez passé 5 années sans aller à l'école? Oui, je ne fréquentais plus. Donc, ce qui fait que quand ma grand-mère est arrivée, donc, elle a demandé, on a dit que non, on ne la voit plus. Depuis, elle ne vient plus à l'école, on ne sait pas pourquoi. C'est quand elle sortait de l'école, en se renseignant, j'étais à côté. La poubelle n'était pas loin de l'établissement, en fait. Je l'ai remarqué. Je regarde, je dis, attends, c'est ma grand-mère. Je suis allée vers elle, elle dit, grand-mère. Elle dit, attends, tu n'es pas à l'école? Je dis, non, on a dit qu'elle vient chercher la nourriture du porc. C'est comme ça qu'elle me ramène donc à la maison. Elle appelle mon père. Elle dit à mon père, je ne peux plus laisser mon enfant ici. Je ne savais pas que quand je t'envoyais l'enfant, c'était pour que l'enfant vienne faire ce... C'est comme ça que ma grand-mère me récupère et me ramène à Douala. Oui. C'est toujours un refus d'éducation. Tout à fait. C'est commun. C'est presque la même histoire. Oui. Et là, on va écouter toute autre chose. Là, vous aviez... on va écouter un autre témoignage. 4 ans, madame. Vous aviez 4 ans. Oui, j'avais 4 ans. Moi, ma galère a commencé quand mes parents sont décédés. Fabrice, oui. Les deux, la même année. Ah, vos parents sont morts les deux la même année? Ouais. Comment ça? Vous aviez 4 ans. J'avais 4 ans. Et on vivait à Bamenda. Ils sont décédés la même année, pourquoi? Je sais pas. Aujourd'hui, je connais pas la cause des décès. Ils vous ont dit qu'ils sont la même année et le même jour? Non, pas le même jour. Ils devaient avoir l'écart même de 4 mois, 6 mois comme ça. Selon ce qu'on m'a aussi raconté. Bon, c'est là où la galère a commencé. Vu qu'on quitte d'abord Bamenda où je fais une école anglophone, on se retrouve à Douala où je pars dans une école francophone. Au moins, on vous envoie à l'école. Même pas bilingue. Un enfant qui sort d'une école anglophone et qu'on envoie directement à une école francophone. Quand tu es habitué à dire good morning et tu arrives à l'école au matin, il faut dire bonjour. Quand on dit bonjour, tu ne comprends pas. C'est là que tout a commencé. Bon, déjà là-bas, mon oncle, il se battait. On se battait ensemble, on partageait le peu qu'on avait. Et puis lui aussi, il n'a pas pu supporter. On se battait ensemble comment? Vous êtes arrivé là-bas, vous aviez 4 ans. J'avais 4 ans. Un enfant se bat avec son oncle? Non, battre, c'est pas dans le thème de travailler. Vous travaillez? Non, je suis en crédit ceci. On prenait le peu qu'il donnait et on acceptait. Ok. Parce que j'étais avec ma grande soeur. Et là, nous sommes quittés de là pour le village, quand ça n'allait plus. C'est là-bas que tout a commencé, parce que là, c'était la galère. Chez qui au village? Chez mon oncle. Ah, chez votre oncle, toujours, Oui. un autre oncle au village? Le deuxième, le petit frère, mon père. Là-bas, c'était la galère. Il fallait parcourir près de 14 km aller-retour par jour. Ça équivaut à quoi? Là, on est à Yupé. Ça équivaut à quoi? De Yupé pour où? Et c'est pas de Yupé, je ne peux pas calculer. Vous voyez, de 14 km. 14 km aller-retour. Et ça, c'était juste pour aller au champ.
Mais ça équivaut à quelle distance? C'est Donc, Souza. Souza. Non, ça peut pas que c'est loin. Bah, c'est pour ça qu'on vous demande, ça Il y équivaut à a quelle 14 distance? km. 14 km. Il faut souvent évaluer les chiffres. Oui, avant en de les termes de prononcer. lieu, oui. Bien sûr. De nous dire que c'est comme partie de Aqua pour où? Ouais, si moi je peux dire, c'est comme partie de Yassa pour. Bonabéry. Non, mais c'est pas qu'ils nous Bonabéry, disent, pas Bonabéry. vous n'étiez pas là. Pour où? On peut dire Ndokoti. De Yassapundokoti. De Oui. Yassa pour Ndokoti. Vous voyez? Oui. Alors c'est là-bas que tout était compliqué. Déjà à la maison, on n'arrivait pas à bien dormir, on n'avait pas un dortoir. Il fallait se coucher sur des sacs de cacao. Il n'y a pas le lit, il n'y a pas de lit. Non, il n'y avait pas de lit. On doublait les sacs de cacao pour se coucher. Le matin, il fallait aller à l'école sans manger, rentrer le soir, aller au champ. Les 14 km, c'était aller au champ après l'école. On allait au champ et on revenait. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est quand il rentrait le soir, il posait une seule question. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Donc il fallait s'arranger tous les jours à faire quelque chose pour pouvoir répondre à cette question chaque soir. Bon, quand j'ai eu mon CEP, il m'a dit, bon, l'école, ça va pour toi? Ça va comment? J'ai encore envie d'aller à l'école. Il m'a dit, non, ça va. Tu es déjà un grand garçon. Avec le CEP. Bon, ce jour, je lui ai répondu, je lui ai dit, ok. D'accord. Alors, à quel moment est-ce que c'était compliqué? À quel moment, des fois, vous vous retrouviez à pleurer, par exemple? Surtout quand je me sentais seul. Parce que la perte d'un parent, c'est dur. Je vous raconte une petite histoire. Celle qui m'a fait plus pleurer. Un jour, je suis rentré de l'école. J'ai attrapé une chèvre qui venait manger les petites plantes qu'on mettait à la maison là. Je lui ai donné une petite fessée et puis je l'ai attaché. Il est rentré le soir. Il m'a redonné la même fessée. Il a redonné la fessée à la chèvre et puis il l'a détachée. Ce jour, j'ai rien compris. Et ce jour, c'est le seul jour où j'ai pleuré toutes mes larmes. Vous avez pu sortir de là? Ouais, je suis quitté là. Quand je quitte là, je pars à Yaoundé. Je fais quelques temps chez ma tante, maman Marguerite, perd son âme. Je pars en Balmayo, je reviens et puis je me retrouve à Douala. À Douala, j'arrive à Douala, je dois avoir peut-être 17 ans. Je suis personne. Bah, je me mets dans la rue. Ah, vous avez dormi dans la rue un moment? J'ai dormi dans la rue, j'ai fait pratiquement près de 3 mois. Dans la rue? Dans la rue. Bon, donc, verront ça aujourd'hui, ils vont dire, il n'a jamais dit. Chacun ses secrets. Pourquoi vous trouvez que c'est avilissant, cette partie de votre vie, que vous n'avez pas voulu? Non. Est-ce que c'est salissant, cette partie de votre vie qui ne dépendait pas de vous? Non, c'est pas salissant. Vous n'avez En fait, rien fait. Non, c'est pas salissant. Parce qu'aujourd'hui, vous me donnez l'opportunité d'être, je peux dire, l'avocat des orphelins, l'avocat de ceux qui se disent que parce qu'ils n'ont personne, ils ne peuvent rien devenir, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas évoluer. Donc pour moi, ça ne me dérange pas. Oui. J'aime cette partie de moi. Oui. Alors on va donner la parole à quelqu'un d'autre, Pierre-Patrick. Oui. Vous, la particularité avec vous, c'était pas en bas âge, vous avez été enlevé très tôt à votre maman, qui n'était pas très très stable, et vous apprenez son décès quand vous aviez 15 ans. 15 ans, oui. Et ça a bouleversé aussi votre façon de voir, votre façon de faire. Ouais, ça m'a quand même bouleversé, oui, ça m'a bouleversé. Vous qui ne viviez même pas avec elle. Oui, ça m'a quand même bouleversé, mais j'ai pas ressenti cette profondeur-là. Oui, j'ai pas ressenti cette profondeur. À ce moment? Oui, à ce moment, j'ai pas ressenti cette profondeur. C'est bien après que j'ai commencé à traverser certaines difficultés elle a commencé à me manquer. Et je me disais, bon, si peut-être était là, les choses devaient être autrement. Vous aussi, à un moment donné, vous avez dû partir de la maison parce que vous ne vous compreniez plus. Oui, je suis parti de la maison. Je dirais, je ne sais pas si je peux commencer du début. Ma maman ma nourrice, qui est la grande de ma maman, qui me prend ma maman à l'âge de 4 ans. Oui, et s'occupe de moi très bien. Après 15 ans, à l'âge de 15 ans, ma maman décède. Et 2 ans après, elle quitte le Cameroun pour aller s'installer en France.
Et entre-temps, la maison avec mes grands frères, ses enfants, mes cousins, je dirais mes grands frères, oui. Il y a eu des malentendus et entre-temps, j'ai quitté La maison? J'ai quitté la maison, je suis allé à Yaoundé, vu que j'avais déjà une formation que ma maman, ma nourrice avait payé pour moi, oui. Ma formation en hôtellerie comme cuisinier. Avec cette formation, je suis allé à Yaoundé, j'ai cherché du travail, j'ai demandé du travail à Yaoundé. Je suis tombé sur une dame à Yaoundé qui faisait dans la cantine scolaire. Oui, après on ne va pas donner les noms des établissements et tout ça. D'accord, oui. Donc on a travaillé ensemble. On a travaillé presque 2 ans ensemble. Et vous n'étiez pas payé, vous ne receviez pas de salaire? Non, je ne recevais pas de salaire. Elle savait que vous étiez orphelin? Elle savait. Elle savait que j'étais orphelin et je n'avais pas de salaire. Et je travaillais à la cantine, je travaillais à la maison. Elle avait un petit garçon, c'est moi qui m'occupais du garçon, je lui faisais à manger, je faisais à manger à la maison, je faisais le ménage, je lavais les habits de l'enfant. Et je ne recevais pas mon salaire. Quand je demandais le salaire, elle me dit je vais te payer. Et c'est là où j'ai commencé à vivre le calvaire. Quand j'ai quitté la maison, disant que je vais rendre visite à ma grande soeur, parce que j'avais ma grande soeur aînée qui vivait à Yaoundé aussi, mais qui était loin de là où nous étions. Et quand j'allais là-bas, à mon retour, elle me fermait la porte. Je dormais dehors à la véranda devant sa maison. Et le matin, pour entrer, c'était pas facile pour entrer, des problèmes, etc. Bon, juste à ce que, au moment où on arrive c'est au moment des vacances, voilà, les grandes vacances, puisque en vacances, on est les activités n'est pas est en stand-by. Voilà, je lui demande est-ce que je pourrais chercher un travail, faire pendant ces 3 mois de vacances, et après, on pourra continuer l'activité ensemble. Bon, entre-temps, j'avais déjà une idée dans la tête de me faire un peu d'argent et de pouvoir prendre un petit local pour moi. Oui. Et quand je vais travailler, je travaille dans une rôtisserie de la place à Yaoundé. 3 semaines après, je tombe gravement malade. Oui. Quand je tombe gravement malade, l'appareil à rôtisserie avec lequel je travaillais, ça m'a rendu malade, ça m'a perforé les poumons. Je suis rentré chez Douala. Je suis rentré chez ma nourrice, très malade. Et très inquiétant aussi parce que tout le monde était inquiet. Parce qu'on ne savait pas déjà de quoi je souffrais. J'avais très fondu, je toussais, c'était vraiment bizarre. Et voilà, on m'amène à l'hôpital le lendemain et on va me laisser chez mes grands-parents où ma maman vivait. Et après le traitement, on paye le grand frère, donc, qui est le fils aîné de ma nourrice. Oui, il paye le traitement, je suis mon traitement et quand je retrouve ma santé, entre-temps, dans la maison de mes grands-parents, il y a mes tantes qui habitent, les oncles. Et dans cette maison, c'est chacun pour soi. Et voilà, là où le calvaire encore commence. Entre-temps, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de travail. Et c'est comme ça que je quitte encore Douala. Je rentre à Yaoundé pour me battre. Parce qu'à Douala, déjà, je cherchais le travail, je ne trouvais pas. Oui. Je rentre à Yaoundé et c'est comme ça qu'à Yaoundé, je commence à errer. Je vais de maison en maison, certains amis que je connaissais à peine, je dormais chez eux, ici, après je dors là-bas. Vous avez erré comme ça pendant combien de temps? Presque 1 an. Hein. Oui. D'accord. Presque 1 an. Oui. D'accord. Alors, vous avez écouté. Est-ce que lorsque. Moi, je m'en vais poser la question à vous, Valérie Ninke, qui êtes conseillère conjugale et familiale. Est-ce que c'est une fatalité lorsqu'on est orphelin de souffrir? Non, ce n'est pas une fatalité lorsqu'on est orphelin de souffrir. Il y en a qui souffrent aussi parce qu'il y a un manque d'argent, parce qu'il y a la pauvreté. Mais être orphelin, ça c'est réalité qu'on va peut-être par la suite évoquer. Mais ce n'est pas... Vous n'avez pas choisi d'être orphelin. Non, je veux dire qu'on a l'impression dans notre contexte que les orphelins sont maltraités. Ah oui, c'est le cas. C'est pour ça que je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est les gens qui s'acharnent contre les orphelins? Qu'est-ce qui explique ces détails? Je pense qu'il y a la pauvreté, il y a la relation que le défunt tenait avec ses proches. Parce que parfois, on transpose, ça veut dire qu'on fait une substitution de la souffrance ou bien de la haine. Ça veut dire que le mourant, la défunte ou le défunt avait peut-être les problèmes avec son entourage. Maintenant,
qu'elle n'est plus là ou qu'il n'est plus là, on veut transférer ce problème sur les enfants. Donc il y a ce volet-là qu'il faut évoquer. Il y a la pauvreté, il y a l'incompréhension de les enfants, de la mauvaise compréhension de qui est ton enfant. Parce qu'on se dit que si j'entretiens cet enfant, peut-être demain il va me régner, peut-être demain il va aller chercher ses parents, peut-être il ne va pas me prendre en considération. Et il y a cette prudence-là. Or, ce ne sont pas des choses qu'il faut garder en esprit. Je rappelle que vous pouvez réagir sur la page Facebook de l'émission. Il suffit de taper intime conviction au pluriel. Vous mettez un S à intime, un S à conviction. De toutes les façons, comme c'est affiché sur votre écran, et vous pouvez laisser votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir. Il y a des expériences déjà, quelques expériences avant de revenir à vous sur la page de l'émission. Doline Charlotte qui nous dit: quand je suis ces histoires, je pense à celle de ma mère parce qu'elle a vécu la même situation, et étant donné que ma grand-mère est morte quand ma mère avait l'âge de 13 ans, restée de maison en maison et en essayant de se débrouiller. Et puis il y a Tela Kué qui nous dit qu'il est orphelin de mère, ça fait 1 an déjà. Alors moi j'aimerais poser la question à vous parce que vous êtes déjà un adulte, pasteur Thierry Samet. Comment vous avez fait pour être au-dessus est-ce que déjà vous êtes au-dessus de tout ce qui s'est passé dans votre enfance, de toutes les maltraitances que vous avez subies, enfant? Ce que je voulais ajouter à cela avant de répondre à votre question, s'il vous plaît, c'est que j'ai fait le porté, j'ai fait la moto, j'ai tout fait en réalité. Tout fait. Et est-ce que vous avez fait le porté, vous avez fait... J'ai fait le porté au marché central, j'ai fait le pouce, j'ai fait la moto. Et comment vous avez fait aujourd'hui pour apprendre à lire? Je vais arriver. Je voulais simplement on n'a pas beaucoup de temps, en fait. Vous savez, c'est l'irresponsabilité des parents. Parce que tu as posé la question à mon frère, pourquoi ceci? C'est l'irresponsabilité des parents. Non, moi, la question que je vous ai posée, c'est celle de savoir comment vous avez fait. Est-ce que vous avez surmonté les souffrances que vous avez eues? Je suis toujours en train de les surmonter. Je suis obligé de chercher un répétiteur. Ici, là, c'est moi qui m'engage. En voyant mon état, j'ai cherché un répétiteur pour savoir au moins lire. Et l'école n'est pas finie. Quand je dis, moi, je n'ai pas honte. Je continue à apprendre. Et je n'ai pas honte. Parce que je sais qu'on peut tout perdre dans la vie, mais quand on a la volonté et le courage d'apprendre, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Je n'ai pas encore surmonté totalement, mais je suis en train de surmonter par la grâce. Vous avez pris un répétiteur qui chaque jour vous tient. Oui. Un répétiteur, voilà, qui me tient chaque fois. Est-ce qu'il vous arrive encore de repenser à tout ce que vous avez vécu? Ça ne peut pas, c'est pas quelque chose qui peut finir comme ça. C'est vrai que quand j'ai connu le Seigneur, la Bible dit, tu peux tout par Christ qui te fortifie. Vous savez, mon école n'est pas beaucoup plus l'école. Mon école est beaucoup plus l'école de la vie. La vie m'a beaucoup enseigné des choses et qui m'a forgé ce que je suis aujourd'hui. Donc je continue à apprendre, à être enseigné et tout ça, je continue. Voilà. Et puis vous, Black Lady, comment vous avez surmonté, si vous avez surmonté? J'ai totalement surmonté. Pourquoi? On dit la souffrance est une école de la sagesse. Quand j'entends le pasteur dire que c'est l'irresponsabilité, parce que si ton parent est mort, où est l'irresponsabilité? L'irresponsabilité dans ça. Non, il parle des responsabilités de ceux que les parents ont laissés. Non, en fait, j'aimerais un peu m'expliquer. Pourquoi? Parce que pour moi, ça m'a rendue très forte. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses grâce à ça. Il y a parfois, je m'agresse à mes enfants et dis, parce que vous avez les parents que vous faites comme ça. Peut-être que si je n'étais pas là, vous devez être dur et solide et faire ce qu'il faut pour réussir. Parce que on ne peut pas être un pasteur, vous venez dire en audiovisuel que vous n'avez pas su remonter
Parce que... Non, il n'a pas dit qu'il n'a pas surmonté. Il a dit qu'en fumant, non, on n'oublie pas. Parlez de vous. On n'oublie pas. Il y a un conseiller conjugal et familial pour... voilà. En fait, pour moi, je veux juste dire comment que vous avez surmonté, vous? J'ai su surmonter. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvée à un niveau où je dis que si je ne bouscule pas, je vais caler sur place. Donc, malgré les endroits où j'allais, parce que moi aussi, je faisais des maisons en maison. Malgré les endroits où j'allais, j'ai cherché à faire des petites activités qui me donnaient un peu d'argent pour m'en sortir. Tu vas beau te plaindre à qui que tu veux, peu importe, ta tante, ton oncle, s'ils ne te donnent pas, tu vas aller te tuer. Mais non, tu fais des caramels, tu fais des tu fais des petits jobs pour t'en sortir. Et vous, Modeste Fabrice? Moi, j'ai surmonté. Comment? J'ai surmonté. J'ai commencé petit à petit, parce que j'ai d'abord des grands frères, des grands cousins qui me tiennent, même de loin. En conseil, en orientation. Et le niveau où j'ai le plus aimé, c'est quand j'ai commencé à réaliser mes rêves dans le cinéma. Quand j'ai raconté mon jeune frère Tekan Prosper, le jeune réalisateur, quand j'ai commencé à faire ce que j'aimais, là je me suis senti libre. Je me suis senti bien. De vous exprimer. Mais est-ce que vous avez pensé, vous êtes dans le domaine du cinéma, immortaliser les souffrances d'un orphelin? Il y avait à l'époque l'orphelin et la petite cœur et la cœur cassée, quelque chose, une histoire pareille. Est-ce que ça vous dit à un moment de remettre sur moi par contre j'ai d'abord un scénario dessus? Un scénario? Oui. Vous n'avez jamais pensé à ça? Non. Pour les orphelins? Oui. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Puisque vous dites que vous voulez inspirer les autres orphelins, c'est bientôt la rentrée scolaire, il y a beaucoup d'enfants qui ne pourront pas aller à l'école. Non, je vais le dire au fond, au fond de ma pensée, je vais le dire ce que j'ai envie de le dire. Oui, quoi? Ok? Quand on est orphelin, on se dit, on ne peut rien, tout est gâché, on n'a droit à rien, surtout, on mérite que des injures et des gens qui te rappellent que tu es orphelin. Mais, moi je dis, regardons la vie du bon côté. Je suis fort, je suis le meilleur de ma génération. Mais j'ai personne. Je crois en moi. Je ne doute pas. Alors, si je peux le faire, les autres orphelins peuvent le faire. Tous les orphelins peuvent le faire. Et à vous aussi, on vous rappelait, Patrick, que vous êtes un orphelin? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont insulté que vous êtes un orphelin? Non. Ou bien avec les coups de poing, vous étiez prêt à leur rappeler que quelqu'un qui tente, je vais lui donner un coup de poing? Non, je n'étais pas violent. Oui, je n'étais pas violent. Et... Comment vous avez fait pour vous en sortir? Bon, déjà, je dirais merci d'abord déjà à ma nourrice, parce que grâce à elle, j'ai pu avoir une formation. Oui. Donc, grâce à cela, c'est vrai que c'était pas facile, parce que vous saviez que quand vous n'avez pas totalement une éducation, parfois quand vous êtes payé devant une société, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas bien vous tenir. Tenir votre langue, certains comportements. Parfois, elle s'appelle comment? Le nom de ma nourrice? Bah oui, vous lui avez dit merci. Ah oui, elle s'appelle Rose Tiangwe, maman Rose Tiangwe. Ouais. Elle peut être fière. Pardon? Elle peut être fière. Ah oui, elle peut être fière de moi. Parce que c'est vrai qu'à un moment, il y a le diable qui s'est mis entre nous et on s'est séparés. Elle ne voulait plus entendre parler de moi. Quand je l'écrivais, elle ne me répondait plus. Et... c'est le moment, on marque une pause parce que bientôt on va terminer. Il faut qu'on donne la parole au conseiller conjugal et familial. C'est le moment. Vous ne parlez plus parce qu'il y a eu des situations. C'est le moment de lui réitérer ce que vous pensez d'elle. De lui laisser un message. Vous allez regarder et lui dire, comme si vous étiez à deux dans une pièce. Et votre caméra, c'est celle-là. Elle vous regarde à travers cette caméra-là. Oui, je dirais... c'est ma maman. Donc je t'appelle maman parce que tu es ma maman. Tu m'as donné le sein depuis l'âge de 4 ans. Et aujourd'hui, je suis très fier parce que grâce à Dieu aujourd'hui, Dieu nous a relié le contact entre nous. Et je ne cesserai de te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi depuis mon bas âge et jusqu'à présent. Vraiment, je te dirais merci parce que si
si tu n'étais pas là, je ne sais pas ce que je serais devenu aujourd'hui. Parce que grâce à cela, grâce à ma formation que tu as payée pour moi, même étant dans la rue, c'est grâce à cela que j'ai pu devenir ce que je suis aujourd'hui. Et aussi, le meilleur moment aussi de ma vie, c'est quand j'ai rencontré Christ. Parce que quand j'ai rencontré Christ, beaucoup de choses ont changé. Et grâce à Christ, on s'est retrouvés, on est redevenu en contact. Aujourd'hui, ma maman est revenue dans ma vie. J'ai dit merci, merci beaucoup, merci, merci. Tout est redevenu normal. J'ai dit merci. Alors, pasteur Valérie, oui. Quelles sont les souffrances rapidement d'un orphelin? Oui, rapidement, les souffrances d'un orphelin, et les souffrances dépendent aussi de l'âge, parce que il y a des orphelins, il y a des personnes qui sont devenues orphelins étant encore bébés, il y a des personnes qui sont devenues orphelins à l'âge pouponnière, il y a des personnes qui sont devenues orphelins à l'âge préscolaire, certains à l'âge primaire, certaines à l'âge préadolescent, donc c'est en fonction de l'âge. Mais ici, je vais évoquer souffrance à deux niveaux. Il y a des souffrances endogènes, il y a des souffrances exogènes. C'est-à-dire, il y a des souffrances à l'intérieur de la personne, il y a les souffrances qui sont extérieures. Les souffrances intérieures, par exemple, il y a l'amertume. Il y a l'amertume, il y a un sentiment de frustration pour l'amertume parce que l'enfant, déjà, ne comprend pas ce qui est arrivé à ses parents. Comme ceux de 4 ans, ne comprend pas ce qui est arrivé à ses parents et prend ça comme un abandon. Mes parents m'ont abandonné, ils sont où? Il y a cette amertume, et si on n'a pas bien traité cette amertume va se transformer en violence, en meurtre, en problème, et à la longue, il va se retrouver dans la rue. Une deuxième souffrance interne, c'est l'apitoiement, c'est-à-dire le repli sur soi, la pitié de soi. Cet enfant a pitié de lui-même, il est misérable à l'intérieur de lui, et l'apitoiement est une autre forme d'affliction qui va détruire la joie et la paix de cet enfant. Une autre souffrance interne de l'enfant, c'est le sentiment d'infériorité. Sentiment d'infériorité par rapport à ses pairs, c'est-à-dire par rapport à ses collègues, à ses amis, aux personnes de son âge. C'est-à-dire quand il fait un inventaire de ses capacités, il se voit inadéquat. Il pense qu'il est incapable par rapport aux autres qui ont leurs parents. C'est moi qui n'ai pas mes parents. Certainement, je ne suis pas à la hauteur de faire des choses que ceux avec leurs parents peuvent faire. Il y a cette souffrance intérieure. Une autre souffrance intérieure, ce sont les craintes dues à l'insécurité. Il y a des craintes. Ça veut dire que l'enfant qui avait ses parents peut faire des caprices. Il peut faire des caprices, je suis avec ma mère, je suis avec mon père, tu peux préparer, je ne mange pas ceci. Mais lorsqu'il sait que ce sont pas mes parents, il a cette crainte-là. Il ne peut pas demander n'importe quoi. Il ne peut pas refuser de manger n'importe quoi. Il est obligé de manger malgré lui parce qu'il y a une crainte, il y a une peur qui habite. Donc, on va traverser les souffrances parce que le temps est contre nous. On a les souffrances extérieures. Les souffrances extérieures, c'est la débauche. Elle peut, pour la jeune fille, facilement entrer dans la débauche s'il n'y a pas d'encadrement. Elle devient peut-être prostituée. Elle entre dans la rue. Une autre souffrance extérieure, c'est l'interruption de la scolarisation ou encore le manque de la scolarisation. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va payer ses études. Et dans plusieurs cas, parfois l'aîné, il y a eu des parents qui sont partis très vite, l'aîné n'avait peut-être que 10 ans, 13 ans, et cet aîné est devenu le père de la famille ou la mère de la famille. Elle est obligée d'interrompre ses études pour prendre soin de ses petits. Elle se retrouve dans la rue en train de faire des travaux forcés, le travail qu'elle ne pouvait pas faire. Une autre souffrance extérieure, c'est le mariage forcé. On va forcer la jeune fille à aller en mariage. Ses oncles, avec des ambitions égoïstes, avec des objectifs égoïstes, vont pousser la jeune fille à aller en mariage parce que c'est un bon débarras. Pendant que les enfants du monsieur vont à l'école, suivent une formation, une éducation, et trouvent que les enfants de son frère ou de sa soeur décédée doivent aller en mariage. Et même ceux qui ont pris des enfants sous prétexte de les aider vont les exploiter à leur guise. Ça, c'est une autre souffrance extérieure. Une autre souffrance extérieure, c'est les complications dans les procédures liées au mariage. Les complications dans les procédures du mariage, surtout pour la jeune fille. Quand l'âge arrive pour toi de te marier, parfois, on te complique la situation.
Parfois, la famille, le père n'est pas là pour décider. Peut-être le père allait demander 500 000, 300 000. Mais la famille va se regrouper et demander 5 millions, 10 millions. Parfois avec des ambitions méchantes. Donc il y a ces souffrances-là. Donc il y en a beaucoup. Ce sont les souffrances majeures. Donc pour gagner en temps, Oui. Alors on va prendre aussi quelques commentaires sur la page Facebook de l'émission Intime Conviction. Il y a Richard Kelou qui dit j'ai suivi une formation aujourd'hui, je peux dire merci à Dieu, un peu comme Pierre Patrick. Il y a Richard Kelou qui nous dit, oui c'est toujours lui, cette histoire ces histoires me font couler les larmes. Quand j'ai perdu ma maman à 19 ans, encore il était un peu déjà grand, j'étais obligée d'abandonner les classes, j'ai fait des travaux pas possibles pour survivre. Et j'ai repris les études à mes propres charges, malgré mon bas âge. Et puis, il y en a qui... Et moi, puisque le temps me tient déjà à la gorge, moi je vais vous demander à vous, Pasteur Samet, lorsqu'on est orphelin, comment surmonter cela? Ok, je veux dire ceci. Quand on accouche un enfant, c'est pour l'éduquer. Les parents travaillent pour les enfants d'abord. Il faut que les gens nous suivent et ils écoutent ce que je dis. Quand tu prends l'engagement de faire un enfant, tu travailles pour cet enfant. Ça, c'est le premier point. Maintenant, moi, ce qui a fait que je peux... Car la douleur que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas pour moi. Parce que la douleur que je porte, c'est la douleur de tous ceux-là qui traversent ces difficultés jusqu'à ce moment-ci. Comme moi, l'année passée, je suis à l'orphelinat, ici du côté du village. Comment faire pour s'en sortir? Voilà. Mais comment faire pour s'en sortir? Il faut travailler, il faut se battre, il faut croire en soi. On a un enfant, il y a des enfants qui peut-être regardent l'émission ce soir. Oui. Qui vous parlez aujourd'hui à un orphelin, vous avez été orphelin, vous êtes passé par ces différents stades. Si vous deviez regarder la caméra et parler à un enfant, à un orphelin qui vous regarde ce soir, qui a dormi, qui dort au sol, qui va tout à l'heure après l'émission, qui va devoir se coucher sur du ciment là-bas, ou même le sol ou bien sur des sacs de cacao, ce serait quoi? Je vais lui dire que tout n'est pas perdu. Tout est possible à celui qui croit et qui travaille et qu'il accepte Jésus et qu'il accepte de travailler avec ce main et qui croit que ça va changer. Et ça va changer. C'est tout ce que je peux lui dire. Qui ne passe pas le temps à pleurer, à se lamenter, qui n'entre pas dans le banditisme, dans le vol, qui prend sa vie en main et qui commence à travailler, à prier, à suivre les pas du Seigneur. Parce que chaque mois, qu'est-ce qui m'a aidé? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et cela, ça m'a beaucoup forgé. Aujourd'hui, je suis quelqu'un accompli. Je tire beaucoup des orphelins. Je tire beaucoup des orphelins aujourd'hui parce que c'est l'une des fonctions, des devoirs que Dieu m'a donné. Parce que la véritable religion, c'est celle qui s'occupe des œuvres et des orphelins. D'accord. Voilà. Et vous Oui, comment surmonter le travail? L'orphelin a un travail à faire. L'orphelin lui-même a un travail à faire. La société a un travail à faire. La famille a un travail à faire. Je commence avec l'orphelin. L'orphelin doit être guéri à l'intérieur de lui. Parce qu'il y a un désespoir. Il se dit que ce n'est plus possible puisque je n'ai personne pour m'accompagner. Et la guérison à l'intérieur de lui a un processus. Il y a des étapes. Parce que quand ça commence, il y a une étape de dénégation. L'étape de dénégation, c'est l'étape où on refuse. On n'accepte pas qu'on a perdu ses parents. On se dit, mais est-ce que c'est à moi que ça arrive? Il y a une étape de colère. Cette colère, on a la colère contre Dieu. Pourquoi ceci m'est arrivé? Dieu, pourquoi tu as levé ma main? Pourquoi tu as levé mes parents? Il y a une étape même de dépression. On est abattu. Il y a une étape d'acceptation. Et c'est à cette étape-là qu'il faut arriver. L'étape d'acceptation. Maintenant, la contribution de la société doit arrêter de l'appeler orphelin. De marginaliser les orphelins. Oui, de marginaliser les orphelins. Et aussi, parlant maintenant de la famille, et même de l'orphelin et de la société, découvrir le tempérament de cet orphelin, parce que il y a des tempéraments qui extériorisent facilement les émotions. Il y en a qui n'extériorisent pas leurs émotions. Tels que les mélancoliques, par exemple, qui ne disent pas facilement leurs souffrances. La famille doit comprendre que les enfants sont un don de Dieu. Et les enfants sont un héritage. Ça veut dire que lorsque Dieu vous donne les enfants, c'est pour que vous frayez votre chemin dans la vie de ces enfants. Chuté déjà. Oui, c'est pour que vous frayez votre chemin
dans la vie, nous sommes venus pour éduquer, donc c'est pour que vous frayez votre chemin dans la vie de ces enfants. Vous êtes pour vous, ils sont les enfants, mais demain, ils seront votre appui, ils seront votre soutien. Donc, encadrez ces enfants aujourd'hui, parce que c'est une retraite que vous encadrez. C'est un chemin que vous frayez dans leur vie. Alors, on fait le tour pour un message aux téléspectateurs. Oui, le message que je pourrais donner déjà à tous ceux-là qui nous suivent, déjà, c'est de ne pas se lamenter et de se poser la question de savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant que je suis dans cette position. Et être optimiste et aussi, je dirais, prier Dieu. Dieu seul est celui qui peut fortifier. D'accord. Avec lui, tout est possible. Et vous, Modeste, Fabrice? Bon, moi déjà, je dis beaucoup de courage à tous ceux qui traversent cette étape. Mais gardez la foi, ayez confiance en vous et Dieu va vous aider. Blaghetti, vous êtes au-delà de tout, vous êtes une maman. Pour ma part, une maman comblée. Pour ma part, moi je dis juste que acceptez d'abord que vous êtes déjà orphelin et que la souffrance est une école de la sagesse. Parce que si vous ne souffrez pas, on ne peut pas évoluer. Donc si on va passer le temps à se lamenter, ça ne sert à rien. Donc acceptez que oui, je suis orphelin, je m'assume. Et puis vous avancez, c'est tout. Oui. Et vous? Ce que moi je pourrais dire, c'est que les gens s'appuient sur le Seigneur, qui s'appuient sur la parole et qui soient positifs et qui se disent que ça va aller. Parce que celui qui touche, moi je dis à la société aujourd'hui de protéger les orphelins. Que les familles protègent les orphelins. La Bible, Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Quand tu touches à l'orphelin, quand tu fais de l'injustice à l'orphelin, tu t'attaques à Dieu. On doit protéger les gens qui ont besoin d'aide et de soutien. Nous devons sortir de l'individualisme. Nous devons partager. Mais aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Mais ce n'était pas comme ça à l'époque. Quand tu n'as personne, les orphelins, quand un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a plus personne. Il n'a plus d'appui. Il n'a plus d'appui. Maintenant, la société doit comprendre qu'il faut soutenir. Même le gouvernement devait soutenir les orphelins. L'église devait soutenir l'orphelin. Il y a une partie des dîmes qui doit revenir à l'orphelin. Donc, je viens ici interpeller le monde entier, ceux-là qui ont des orphelins autour d'eux dans les familles, de soutenir cette personne. Parce que vraiment, Dieu nous demande de les soutenir. Vraiment. D'accord. C'est terminé. Non, on a terminé. On a déjà terminé. C'est terminé pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Okay. Ce soir, on espère qu'on a redonné un peu de lumière, un peu de chaleur dans le cœur de ces personnes qui ont perdu un papa ou une maman ou les deux. Tout n'est pas fini. Il y a des orphelins qui ont des success stories. Voici. C'est pas une fatalité. Voilà. En même temps. Merci d'avoir été des nôtres. Lundi prochain, quand ce sera à 21h30, on se retrouvera sur ce plateau. Bonsoir. Ok. Canal 2 International, toujours plus près de vous.